Lorsque James Mason est décédé en 1944, personne ne s'attendait à ce qui serait découvert dans sa propriété de Beverly Hills. Cachées derrière de faux murs se trouvaient des bobines de films valant des millions. Mais ce n'était pas le vrai choc. 10 ans plus tard, une cassette étiquetée « Ne pas écouter » a fait surface de la même propriété. L'enregistrement de 90 minutes contenait les pensées brutes de Mason sur les secrets les plus sombres d'Hollywood. Les dirigeants de studios ont essayé de l'acheter. Les collectionneurs ont offert des fortunes, mais ce que Mason a dit sur ses célèbres co-stars et les crimes cachés de l'industrie était si explosif qu'il a failli disparaître. James Mason est né le 15 mai 1909 à Huddersfield, dans le West Yorkshire. Sa famille était issue du monde du textile, son père dirigeant une entreprise de laine prospère qui vendait des tissus fins dans toute l'Europe. Sa mère était issue d'une famille cultivée du Lancaster et espérait que James aurait un avenir respectable dans quelque chose comme l'architecture. Pourtant, elle a vu son don pour la performance très tôt, organisant discrètement des leçons d'élocution pour adoucir son accent du Yorkshire. Ce premier mélange de privilèges, d'attentes et d'encouragements cachés a planté la graine d'une vie qui serait à jamais partagée entre suivre les règles et s'en libérer. À Marlborough College, l'une des meilleures écoles d'Angleterre, James a obtenu une bourse à seulement 14 ans. Mais la vie là-bas n'était pas facile. Il luttait contre un bégaiement grave qui le laissait se sentir isolé. Tout a changé lorsque son professeur de théâtre l'a invité à rejoindre le petit groupe de théâtre de l'école. La formation l'a aidé à surmonter son bégaiement et l'expérience de la performance a allumé un feu en lui. Il a écrit plus tard sur la joie qu'il ressentait en prononçant les répliques de Shakespeare, la décrivant comme enivrante. La scène ne lui a pas seulement donné confiance, elle lui a donné un but. Lorsqu'il est entré à Cambridge en 1927, cela était censé être le début d'une carrière sûre dans l'architecture, la voie que ses parents s'y souhaitaient. Mais tout en suivant les cours, il jouait secrètement dans pièce après pièce avec la Marlowe Society, apparaissant dans tout, des tragédies grecques au drame en vers moderne. En 1930, son père lui a offert un poste dans l'entreprise familiale qui lui aurait garanti un avenir riche. James a refusé. Au lieu de cela, il a rejoint un théâtre de répertoire à Londres, une décision que son père a qualifiée de folie. La décision a provoqué une profonde rupture dans la famille. Mais pour James, c'était le moment où il a choisi la scène par-dessus tout. Ses premières années en tant qu'acteur ont été difficiles. Il a travaillé avec de petites compagnies itinérantes, se produisant parfois dans des salles provinciales à moitié vides. L'argent était si limité qu'il a une fois mis en gage sa montre de poche juste pour manger. Il a même dormi dans les coulisses sur des sols froids en marbre. Tout a changé lorsque le dramaturge J.B. Priestley l'a remarqué lors d'une audition et lui a offert un rôle dans le West End de Londres. Presque du jour au lendemain, il est passé d'acteur en difficulté à succès critique, salué pour la profondeur de ses performances. C'était la première de nombreuses fois où James s'est remis du bord du gouffre grâce à sa persévérance. Peu de temps après, sa vie personnelle a attiré presque autant d'attention que sa carrière. Il est tombé amoureux de Pamela Quinault, une femme mariée qu'il avait rencontrée sur un plateau de tournage. Leur relation a créé un scandale qui s'est déroulé à la fois en privé et en public. Pendant un certain temps, il a même vécu avec Pamela et son mari sous le même toit, une situation qui a choqué tous ceux qui l'ont appris. Lorsque son mari a finalement demandé le divorce, James et Pamela se sont précipités pour se marier au Nevada, mais le timing a provoqué une tempête de rumeurs sur la bigamie. Le secret entourant leur union a nui à sa réputation. Pourtant, le lien entre eux est resté fort malgré les retombées. Sur le plateau, sa passion l'a parfois poussé à des limites dangereuses. Pendant le tournage de I Met a Murderer, il a insisté pour réaliser ses propres cascades. Un accident de chariot l'a fait dégringoler d'une falaise, le laissant gravement blessé. Il a refusé des soins médicaux appropriés et a continué à filmer le jour même, cachant son poignet cassé sous un manteau. La blessure n'a jamais complètement guéri et il a porté le souvenir physique tout au long de sa carrière.
Lorsque la guerre a éclaté, James a fait un choix qui a divisé l'opinion publique. Il a refusé le service de combat, s'enregistrant comme objecteur de conscience. Les journaux l'ont qualifié de lâche et certains studios ont refusé de l'embaucher. Mais au lieu de reculer, il a conduit des ambulances pendant le Blitz, risquant sa vie pour sortir les survivants des décombres en flammes nuit après nuit. Bien que plus dangereux que de nombreux rôles de combat, son service a peu contribué à adoucir ses critiques. Pourtant, ces mois de travail acharné ont montré une autre forme de courage, une forme qui ne correspondait jamais parfaitement aux attentes du public. En 1933, tout a changé avec The Man in Grey. James a convaincu le réalisateur de le laisser jouer le méchant au lieu du héros, et le rôle l'a transformé en star. Sa performance était si intense que le public remplissait les cinémas juste pour le voir, acclamant lorsque son personnage a finalement rencontré son destin. Le film a battu des records au box-office et a fait de James Mason l'un des acteurs les plus en vue de Grande-Bretagne. L'ascension de James Mason vers la gloire avec The Seventh Veil en 1945 a été plus qu'une simple performance révolutionnaire. C'était un tournant pour le cinéma britannique. Le film avait été réalisé avec un budget serré de moins de 100 000 $. Pourtant, il a stupéfié l'industrie en rapportant plus de 253 000 $ rien qu'au Royaume-Uni et plus de 2 millions de dollars dans le monde entier en 1948. Ce qui a rendu l'histoire encore plus remarquable, c'est l'accord de participation aux bénéfices de Mason. Il aurait reçu 20 000 $, une somme si importante pour l'époque qu'elle vaudrait près de 800 000 $ aujourd'hui. Le succès du film a été stupéfiant. Il a attiré près de 18 millions d'entrées et, dans certaines régions du Royaume-Uni, a même dépassé. Autant n'en emporte le vent. Les spectateurs ont été captivés par son sombre récit d'un professeur de musique autoritaire et de son élève pianiste. Le personnage intense et complexe de Mason a tellement touché une corde sensible qu'il a contribué à façonner un nouveau type de premier rôle à l'écran, un homme à la fois magnétique et moralement incertain. Derrière la caméra, la production a été tout aussi dramatique. La relation de Mason avec sa co-star Ann Todd est devenue l'une des rivalités les plus commentées de l'histoire du cinéma. Leurs désaccords professionnels se sont rapidement transformés en affrontements explosifs qui ont alimenté les gros titres des journaux semaine après semaine. Mason a choqué les initiés de l'industrie lorsqu'il a insisté pour que Todd reçoive la même facturation, même si leur dispute sur le plateau était notoire. Dans un moment de tension, il aurait déchiré un script devant l'équipe. La presse les a qualifiés de ciment et dynamite, un surnom qui a capturé leur étrange mélange de stabilité et de volatilité. Ironiquement, la tension a rendu le film encore plus attrayant pour les spectateurs qui ont vu des échos de ce conflit réel dans l'histoire elle-même. Des années plus tard, Todd a affirmé qu'elle et Mason avaient eu une liaison pendant le tournage, une révélation qui n'a fait qu'alimenter la légende. Même avec son triomphe, Mason a fait face à un revers douloureux. Lorsque les Academy Awards sont arrivés en 1947, il a été exclu des nominations malgré les éloges généralisés des critiques américains pour The Seventh Veil et Odd Man Out. En raison d'une règle technique qui excluait les films sortis d'abord en Grande-Bretagne, Mason a été jugé inéligible. L'ironie était amère. Le film a remporté un Oscar pour le meilleur scénario original. Pourtant, son acteur principal n'a rien reçu. Mason a porté cette blessure pendant des décennies, la qualifiant de signe évident de parti pris contre les acteurs étrangers. Bien qu'il ait ensuite obtenu 3 nominations aux Oscars, il n'a jamais oublié la piqûre de ce premier rejet au sommet de sa carrière. La controverse l'a suivi hors écran également. En 1947, il a quitté la Grande-Bretagne pour Hollywood, au moment même où la nation était aux prises avec l'austérité de l'après-guerre. La raison était simple mais profondément impopulaire. Le taux d'imposition britannique était si élevé que Mason risquait de perdre la quasi-totalité de ses revenus. Sur des revenus proches de 100 000 $, il n'en aurait conservé qu'une fraction.
Les journaux l'ont accusé d'abandonner son pays dans son moment de besoin, et le public a considéré son geste comme égoïste. Pour aggraver les choses, cela s'est produit au moment même où les studios américains retiraient des films de Grande-Bretagne dans le cadre d'un différend sur les restrictions de change. Le timing n'aurait pas pu être pire, et la réputation de Mason dans son pays ne s'est jamais complètement rétablie. Il avait également le don d'attirer des titres étranges. En 1946, il a adopté un lionceau auprès d'une association caritative de cirque en difficulté. Au début, la vue de l'animal errant dans son domaine du Surrey amusait les voisins, mais l'humour s'est rapidement estompé lorsque le lionceau s'est transformé en un prédateur de 200 livres. Ses rugissements constants perturbaient la paix. Et une nuit, il s'est échappé pendant un orage, semant la panique chez les voisins jusqu'à ce qu'il soit capturé des heures plus tard avec l'aide d'experts du Zoo de Londres. Les plaintes se sont transformées en une affaire judiciaire à part entière après que le lion a perturbé une garden party, laissant des invités effrayés se précipiter pour se mettre en sécurité. Mason a finalement été contraint de déplacer l'animal et de payer des dommages et intérêts. Mais l'histoire l'a suivi pendant des années comme un exemple de la façon dont la gloire pouvait parfois virer à l'absurdité. Malgré les scandales et les revers, Mason a réussi à reconstruire sa carrière. En 1951, il a signé un contrat à long terme avec la 20th Century Fox après avoir obtenu le rôle du général Rommel dans Le Renard du désert. Le contrat lui a assuré un travail régulier et a contribué à rétablir sa position à Hollywood. Quelques années plus tard, il a joué aux côtés de Judy Garland dans Une étoile est née, incarnant Norman Maine, un acteur en déclin dont la chute tragique a montré la profondeur et la vulnérabilité de Mason en tant qu'interprète. Le film est devenu un classique, cimentant sa réputation comme l'un des acteurs les plus polyvalents de son époque. En 1959, Mason était de nouveau sous les feux de la rampe avec La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock, où il incarnait l'élégant et menaçant Philip Van Damme. Sa performance a prouvé qu'il pouvait apporter à la fois charme et menace à l'écran, donnant à Hollywood l'un de ses méchants les plus mémorables. En 1949, James Mason a fait un achat qui allait changer à la fois sa vie et l'histoire du cinéma. Il a acheté un vaste domaine à Beverly Hills, ayant appartenu à Buster Keaton, en payant seulement 82 000 $ pour un manoir qui avait coûté à l'origine 300 000 $ à construire dans les années 1920. Le domaine était sur le marché depuis des années, non désiré dans une époque où les grandes et vieilles maisons, ça et les maisons, étaient démodées. La femme de Mason, Pamela, adorait la villa italienne, mais il a hésité au début, connaissant le coût de l'entretien d'un manoir de 20 pièces avec des plafonds ornés et des terrains tentaculaires. Pourtant, il a finalement accepté, obtenant ce qui allait devenir l'une des affaires les plus remarquables d'Hollywood. La maison avait vu de nombreux invités célèbres, de Cary Grant à Marlene Dietrich, mais personne n'aurait pu prédire le secret qu'elle cachait. Quelques années plus tard, lors de rénovations de routine, des ouvriers sont tombés sur un faux mur dans un petit hangar derrière la maison. Lorsqu'ils ont percé, ils ont découvert des bobines de film nitrate cachées depuis des décennies. Ce qu'ils ont trouvé a stupéfié tout le monde. Parmi les bobines se trouvaient les œuvres perdues de Buster Keaton, dont une copie complète du film Le Mécano de la General et le film disparu depuis longtemps Le Bateau. Il ne s'agissait pas de n'importe quelle vieille copie. C'étaient certaines des seules copies survivantes au monde, stockées dans des conditions qui auraient dû les détruire depuis longtemps. Keaton avait construit l'atelier lui-même, le transformant en un coffre-fort privé pour ses films. Sans la découverte de Mason, ces trésors auraient su disparaître à jamais. Mason connaissait le danger de laisser les bobines de nitrate intactes. Elles étaient hautement inflammables et se détérioraient déjà. Sans hésitation, il a contacté le spécialiste de la conservation Raymond Rohauer. Le processus de sauvegarde des films a été compliqué et coûteux. Mason a dépensé 5 000 $, une somme non négligeable au début des années 1950, pour les faire copier sur des pellicules plus sûres. Il aurait pu les garder cachés ou même les détruire, mais au lieu de cela,
il a fait don des originaux à la Bibliothèque du Congrès. À une époque où de nombreux studios se débarrassaient des vieilles bobines, le choix de Mason a permis de préserver certaines des plus grandes œuvres de la comédie muette pour les générations futures. Tout n'était pas simple, cependant. La veuve de Keaton a contesté Mason, affirmant que les films étaient la propriété personnelle de son défunt mari et qu'ils auraient dû transiter par la succession. La bataille juridique aurait pu s'éterniser pendant des années, mais Mason a évité la bataille devant les tribunaux en concluant un accord privé. Il lui a donné 2 bobines en échange de sa renonciation à toute autre réclamation. Ce règlement discret lui a non seulement épargné des frais juridiques interminables, mais a également garanti que les films ne disparaîtraient pas à nouveau dans des litiges verrouillés. C'était à un rare moment où le bon sens a prévalu, permettant au monde de partager le génie de Keaton. L'impact a été immédiat et durable. En 1957, le Museum of Modern Art a organisé une grande rétrospective de l'œuvre de Keaton en utilisant les films que Mason avait conservés. Les critiques et le public ont redécouvert la brillance de la comédie muette, et l'événement a contribué à déclencher le mouvement moderne de sauvegarde et d'étude des vieux films. Ce qui avait autrefois été considéré comme un divertissement jetable était désormais considéré comme de l'art. Les érudits ont commencé à examiner en détail le métier de Keaton, et les cinéastes se sont inspirés des chefs-d'œuvre redécouverts. La découverte de Mason a prouvé que même les films perdus pouvaient encore être récupérés, alimentant les recherches qui allaient permettre d'en sauver des milliers d'autres. Mais la vie de Mason, en dehors de cette remarquable découverte, était loin d'être paisible. Son mariage avec Pamela, autrefois passionné, est devenu une tempête d'accusations et de scandales publics. Au début des années 1960, leurs disputes ont fait la une des tabloïds, Pamela l'accusant de cruauté et Mason ripostant avec des allégations d'adultère. Leur divorce a été désordonné et coûteux, s'étalant sur des années et lui coûtant des millions. Les salles d'audience sont devenues une scène où les détails intimes de leur vie ont été exposés. Des disputes amères sur l'argent aux allégations choquantes de jalousie et de rage. Même après la fin du divorce, les retombées ont laissé des cicatrices sur les deux, Mason se retirant à l'étranger et admettant plus tard que le mariage avait été son plus grand regret. La bataille pour la garde des enfants qui a suivi n'a fait qu'aggraver le tumulte. Leur fille, Portland, âgée de seulement 14 ans, a été forcée de témoigner sur la vie à la maison, décrivant des disputes si absurdes qu'elle se concentrait souvent sur le parent qu'un chien de famille aimait le plus. Le couple possédait plus de 20 animaux de compagnie, et même leur garde est devenue un point de discorde. Les audiences du tribunal ont duré des mois, et à un moment donné, Mason s'est enfui avec les enfants en Europe avant d'être contraint de revenir. Des histoires de vases brisés, d'objets volants et d'animaux blessés ont choqué le public, brossant le tableau d'un foyer dans le chaos. En fin de compte, les enfants ont été placés sous garde partagée. Mais le mal était fait. Portland a grandi déterminée à laisser Hollywood derrière elle, tandis que Morgan luttait contre la toxicomanie, pointant souvent ses années comme la racine de ses problèmes. Comme si cela ne suffisait pas, les batailles privées de Mason se sont étendues à ses propres habitudes destructrices. Il a été consumé par le jeu à enjeu élevé, perdant près des 3/4 millions de dollars dans les casinos de Monte-Carlo entre la fin des années 1950 et le début des années 1960. Au sommet de sa dépendance, il a même mis en gage son Golden Globe pour rembourser ses dettes, pour ne le racheter que quelques jours plus tard, à un prix beaucoup plus élevé. Il a parié des fortunes au baccarat, jouant parfois pendant des jours sans se reposer, ignorant les supplications d'amis comme Alfred Hitchcock de s'arrêter. La dépendance l'a presque ruiné financièrement et émotionnellement, laissant derrière elle une traînée de dettes, de propriétés vendues et des murmures de tentatives de suicide. Pourtant, même alors qu'il luttait contre ses démons, Mason a tourné sa passion vers une cause surprenante, les droits des animaux. En 1968, il a fait don d'une somme stupéfiante de 100 000 $ pour aider à lancer la branche américaine de la Société mondiale pour la protection des animaux.
Sa compassion avait commencé des années plus tôt, après avoir été témoin d'un combat de chiens sauvages brutal sur un tournage. Il a sauvé des animaux errants, hébergé des dizaines d'animaux sur ses propriétés et milité avec acharnement contre la cruauté dans les laboratoires et les cirques. Il a témoigné devant le Congrès, financé des cliniques et même adopté des éléphants pour les protéger de l'exploitation. Son dévouement est arrivé bien avant que l'activisme des célébrités ne devienne à la mode, faisant de lui l'une des premières figures d'Hollywood à mettre sa renommée et sa fortune au service du bien-être animal. Après sa mort, les journaux intimes secrets de Mason ont été publiés et ils ont révélé une autre facette de lui, une facette remplie de désespoir et de doute de soi. Il a écrit sur des nuits où il a envisagé de mettre fin à ses jours, accablé par les échecs de sa carrière, ses dettes et sa solitude. Il a admis une forte consommation de somnifères, une jalousie paralysante envers ses pairs et un sentiment accablant d'invisibilité alors que les rôles commençaient à lui échapper. Ces journaux intimes ont choqué les fans, montrant un homme dont le charme et la sophistication publique masquaient de profondes luttes contre la dépression et la dépendance. James Mason était connu pour son élégance à l'écran, mais certains de ses choix de fin de carrière ont montré à quel point il était prêt à aller pour son art. Lorsque Stanley Kubrick, lui, a offert le rôle de Herbert Hagbert dans Lolita en 1962, Mason a accepté une réduction de salaire de 100 000 $ afin que le film puisse avancer sous l'œil vigilant des censeurs américains stricts. C'était un sacrifice surprenant pour une star de son envergure, mais les thèmes controversés du roman ont laissé peu de marge de négociation à Kubrick. Au lieu de se concentrer sur le contenu explicite, Kubrick a déplacé le film vers la tension psychologique, créant une histoire suggestive mais contenue. Malgré cela, le film a été interdit dans plusieurs pays après sa sortie en juin 1962. Mason a pris le rôle au sérieux, rencontrant des psychologues et lisant le roman de Nabokov 15 fois pour comprendre la profondeur de l'obsession de Hedberg. Il a également organisé des répétitions privées avec Sue Lyon, l'actrice de 14 ans choisie pour incarner Lolita, afin d'affiner des gestes et des expressions subtiles qui pourraient impliquer le désir sans franchir les limites sur le plateau. Lyon a rappelé plus tard que, bien que l'approche de Mason ait été profondément professionnelle, elle l'avait déstabilisé. En coulisses, il y avait des murmures d'indécence impliquant le producteur James B. Harris, qui aurait eu une relation secrète avec Lyon après la fin du tournage. Sur le plateau, Mason a apporté son intensité habituelle. Il a travaillé en étroite collaboration avec Peter Sellers, qui jouait l'excentrique Claire Quilty, improvisant des répliques, tandis que Kubrick utilisait plusieurs caméras pour capturer l'énergie imprévisible. Le résultat a été un style qui a rapproché Kubrick du surréalisme, tandis que Mason a ancré le film avec une performance qui a choqué le public, en rendant un personnage troublant étrangement humain. Une scène de la dépression de Hedberg a été retournée une douzaine de fois pour obtenir le bon équilibre entre le désespoir et la retenue, un détail qui a montré la persévérance de Mason. Bien que le film ait rapporté des revenus modestes au box-office, les critiques ont salué Mason pour avoir livré une performance qui a persisté longtemps après le générique. Le rôle a suscité de vives réactions. Des centaines de lettres l'ont accusé de glorifier la déviance, mais cela a cimenté sa réputation de prise de risque que peu d'acteurs principaux auraient osé prendre. Quelques années plus tard, Mason a de nouveau repoussé les limites dans Georgie Girl en 1966. En incarnant James Lamington, un homme plus âgé qui poursuit une femme beaucoup plus jeune, Mason a transformé. Un rôle qui remplissait à peine 7 pages dans le scénario en la performance la plus mémorable du film. Il a ajouté de longs silences, des pauses délibérées et des répliques non écrites qui ont mis le public mal à l'aise. Les censeurs britanniques avaient déjà qualifié le scénario de l'un des plus immoraux qu'ils aient jamais lus, et les choix de Mason n'ont fait qu'accentuer l'inconfort. Sa chimie avec Lynn Redgrave, qui jouait la naïve Georgie, a rendu l'histoire à la fois troublante et captivante.
La volonté de Mason de baisser à nouveau ses honoraires a prouvé son engagement envers les rôles auxquels il croyait. Sa performance lui a valu une nomination aux Oscars, une nomination aux Golden Globes et les éloges des critiques qui ont souligné comment il pouvait transformer un moment de silence en quelque chose de plus puissant que le dialogue. Même en dehors du cinéma, Mason a fait preuve du même dévouement. En 1959, il a enregistré la voix du Capitaine Nemo pour l'attraction 20 000 lieues sous les mers de Disneyland. Insistant pour enregistrer à l'intérieur d'un faux sous-marin exigu à 3 heures du matin, il voulait capturer la sensation d'être piégé sous la mer. Il a même testé un scaphandre au large des côtes de Castasté de la Californie pour apporter de l'authenticité à sa voix. Pendant des années, les visiteurs du parc ont entendu ces mots résonner tout au long du voyage sous-marin sans se rendre compte qu'il s'agissait de Mason lui-même. Plus tard, dans le verdict, en 1982, Mason a utilisé son influence pour obtenir à Paul Newman le rôle principal à un moment où la carrière de Newman était en déclin. Sur et hors écran, Mason a joué le rôle de mentor, passant même des nuits dans la caravane de Newman à jouer aux échecs et à discuter de stratégie. Son interprétation d'un avocat de la défense rusé lui a valu une autre nomination aux Oscars tout en aidant Newman à livrer l'une des plus belles performances de sa carrière. La télévision a également fait partie de son héritage. Sa narration de la mini-série de la BBC, La recherche du Nil en 1972, a attiré des millions de téléspectateurs et a montré que les grandes stars pouvaient apporter de la gravité à la télévision. La série a remporté un Emmy et un Peabody, les critiques saluant la voix de Mason pour avoir rendu l'histoire vivante et urgente. La dernière performance de Mason a eu lieu dans La partie de chasse, filmée en 1984. Il a accepté le rôle après qu'un autre acteur se soit blessé et a livré un portrait puissant d'un homme s'accrochant à des traditions en voie de disparition à la veille de la Première Guerre mondiale. Quelques mois plus tard, Mason est décédé d'une crise cardiaque à 75 ans. Le film est sorti l'année suivante et il a été honoré à titre posthume par le London Critic Circle en tant qu'acteur de l'année. Tout au long de sa carrière, James Mason a fait des choix qui ont souvent choqué le public et les critiques, que ce soit en réduisant son salaire, en acceptant des rôles inconfortables ou en se réinventant de manière inattendue. En 1985, histoire surprenante sur l'héritage de James Mason a été mise en lumière. En 1952, Mason et sa femme, Pamela, avaient acheté une grande propriété ayant appartenu à Buster Keaton. La maison était une villa de style italien de 10 000 pieds carrés, bordée de 42 palmiers et dotée de caractéristiques inhabituelles, comme un ruisseau à truites mécanisé et une piscine de style romain avec des carreaux de mosaïque. Mason n'avait aucune idée à l'époque que, caché dans le domaine, se trouvait un coffre-fort de films contenant certaines des comédies en 2 bobines perdues de Keaton des années 1920. À l'intérieur se trouvaient des tirages de classiques comme Le bateau, Le théâtre, Les flics et Le grenier à ballons. On pensait tous qu'ils avaient disparu après l'effondrement de la carrière et des finances de Keaton dans les années 1930. Mason a percé le coffre-fort et a trouvé des bobines valant plus que ce qu'il avait payé pour l'ensemble de la propriété. Ces films ont ensuite été restaurés et conservés, et la découverte a donné à la réputation de Keaton un regain de popularité bien nécessaire. Après la mort de Mason en 1944, cette histoire a refait surface et a stupéfié l'industrie. Les rumeurs de lettres de Chaplin louant les efforts de Mason n'ont jamais été étayées par des documents, mais la vérité se suffisait à elle-même. Les cendres de Mason ont été déposées en Suisse, près de la tombe de Chaplin reliant 2 hommes qui avaient tous deux laissé leur marque sur le cinéma muet. Des histoires sur la voix perdue de Mason ont également émergé dans les années qui ont suivi sa mort. Certaines personnes ont affirmé qu'une cassette de 90 minutes étiquetée « Ne pas écouter » avait été trouvée en 1995 avec Mason critiquant l'hypocrisie d'Hollywood. Aucune bande de ce type n'a jamais été vérifiée,
Mais les vrais mots de Mason ont été conservés dans des interviews et des écrits qui racontaient une histoire similaire. Dans une interview de 1941 à propos de son rôle dans Lolita, il a expliqué que le film n'était pas une œuvre d'exploitation scandaleuse, comme certains le croyaient, mais une histoire d'amour, façonnée par les limites que les studios hollywoodiens imposaient aux thèmes controversés. Il a parlé ouvertement de la façon dont les grands studios censuraient souvent les films tout en profitant de leur attrait pour le public. Une situation de deux poids, deux mesures qu'il avait observée pendant des décennies. Dans son autobiographie posthume Before I Forget, publiée en 1945, Mason a révélé combien de fois il avait refusé des rôles lorsque les studios essayaient de l'enfermer et comment le fait d'avoir joué dans des films politiquement sensibles pendant les années 1940 avait presque mis fin à sa carrière en Amérique. Il a également décrit la cruauté dont il avait été témoin envers des setters comme Judy Garland, se rappelant comment Warner Brothers l'avait poussé à bout pendant. Une étoile est née tout en l'abandonnant après le tournage. Des enregistrements audio de Mason parlant de ces questions, conservés dans des archives et parfois vendus aux enchères, ont maintenu son point de vue vivant et ont rappelé aux générations suivantes qu'il n'avait jamais eu peur de dénoncer les échecs de l'industrie. Les universitaires aussi ont commencé à considérer la carrière de Mason sous un nouveau jour. Bien que certains rapports de classement officiels ne puissent être vérifiés, plusieurs études ont souligné à quel point il était vraiment polyvalent au cours d'une carrière qui comprenait plus de 150 films. Il passait sans effort d'un genre à l'autre, des drames intenses comme Le Septième Voile, qui est devenu une sensation au box-office en Grande-Bretagne dans les années 1940, aux thrillers comme La mort aux trousses d'Hitchcock, et même aux aventures à grande échelle comme Voyage au centre de la Terre. Les critiques ont souligné comment il pouvait passer d'un rôle principal romantique, tendre à un méchant glaçant avec aisance, un talent rare qu'il a maintenu en demande pendant des décennies. Même s'il n'a jamais remporté d'Oscar, ses performances dans des films comme Une étoile est née et Lolita ont été étudiées pour leur profondeur émotionnelle et leur subtilité. Des analyses récentes suggèrent que sa réputation ne fera que croître à mesure qu'une plus grande partie de son travail sera revisitée et conservée, en particulier grâce à la technologie moderne qui rend les films plus anciens, plus accessibles.